Konnichiwa. Watashi no chanderu e yokoso. Nihon mo hare desu. Et oui, c'est le printemps aussi au Japon. Alors, aujourd'hui, il s'agit du bambou, matériau traditionnel par excellence. Le bambou est omniprésent en Orient, où depuis des siècles, certains pays comme la Chine, puis le Japon, en ont fait un véritable art à la maison comme au jardin. De culture facile et rapide, résistant à l'humidité comme aux efforts mécaniques, le bambou gagne aujourd'hui nos contrées grâce à ses qualités esthétiques, écologiques et environnementales. Palissade en bambou présente un florilège de réalisations de traditions chinoises et japonaises où le lecteur occidental puisera de nombreuses idées pour son jardin. Grands panneaux coupe-vent et palissades, barrières, bordures de parterre, fleuris ou de chemin, petites séparations pour une terrasse, enfin, 10 modèles de tressage sont présentés et expliqués de façon approfondie. Nous les verrons ensemble. Origine et fonction au sein du jardin traditionnel japonais, schéma du modèle finalisé, explication minutieuse, étape par étape, de la construction et de l'assemblage. Tout est dit pour que le lecteur puisse réaliser son projet. Palissade en bambou est un livre technique empreint d'une grande poésie. Le lecteur y trouvera à la fois les conseils d'un spécialiste et la sérénité reposante d'une tradition séculaire qu'il serait bon de reprendre, n'est-ce pas? Avec tout le béton que nous utilisons, avec tout ce que nous piochons comme matériaux de la terre sans la remercier outre mesure, n'est-ce pas? Il est grand temps de se remettre aux matériaux naturels qui nous rendent joyeux, qui nous rendent gais, qui nous rendent sereins, qui nous rendent gracieux avec la nature. Et nous ne la remercions pas assez, cette nature. Voilà. Donc ce livre, eh bien, il est un peu difficile à trouver. Ou alors vous le trouverez, mais 147 €, 200 €, ils en font de la surenchère. C'est un livre très recherché. J'espère que les éditions Erol vont rééditer ce livre. Voilà. Alors les éditions Erol, ils sont assez polyvalents. C'est une édition extrêmement sérieuse dans tout ce qui est justement livre pratique. Mais il y a aussi une partie sur... donc vous avez des livres en toutes sortes de techniques pratiques. Mais vous avez aussi des livres sur la spiritualité. Par exemple, ils ont édité justement le dernier livre de Frank Lovett. Voilà. Mais on a toutes sortes de domaines. Et côté technique, ils sont très très bons. Ils ont des très bons livres. Voilà. Que vous essayez la couture, la construction, le tissage, le tressage, les loisirs créatifs. Ils ont vraiment d'excellents livres. Voilà. Plus le côté spiritualité, plus le côté un petit peu, ouais, tout ce qui est technique varié, quoi. Voilà. Alors, ce livre, il y a plusieurs styles qui sont présentés. Évidemment, vous avez une très bonne chronologie, évidemment, ça c'est très utile, la chronologie. Hein. On commence en Chine en 23 avant Jésus-Christ avec la dynastie des Han, tandis qu'au Japon, on commence à moins 300 avant Jésus-Christ, époque Yayoi. Et on finit donc avec la dynastie des Qing, 1644-1911 en Chine. Et au Japon avec l'époque Edo,
1868-1912. Voilà, ben, 1911-1912, hein, ça date de la première, c'est la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est toujours pareil, hein, les histoires de guerre, ça fait changer les époques, hein. Voilà. Alors, donc, il est très bien foutu. L'auteur, ah oui, l'auteur, j'ai oublié. L'auteur, c'est Isao Yoshikawa. Alors, Isao Yoshikawa, il est diplômé du département d'architecture à la Shibata Technical University. Il est président de l'association de recherche sur les jardins japonais qu'il a fondée en 1963. Il est président de cette association et président honoraire de la Sushu Society qui étudie les paysages et les jardins chinois. Il joue un rôle actif comme érudit en matière de jardins japonais, paysagiste, créateur d'objets d'art en pierre. Depuis 1977, il a publié plusieurs livres essentiels dans le domaine de l'art des jardins japonais. Voilà, alors les jardins japonais, justement, il y a aussi un monsieur qui s'appelle, je l'ai marqué ça, ah oui je l'ai marqué là, voilà, le maître, un maître de jardin zen, c'est Shumio Masuno. Vous verrez, il y a une émission que je vous mettrai en ligne, c'est sur Arte. Vous pouvez le voir sur Arte TV de YouTube. Et donc le Japon, l'art du jardin zen avec géoreportage de Arte. Alors ce monsieur là, Shumio Masuno, il écoute le chant du sol, il obtient la clé pour concevoir le jardin. Il écoute le chant du sol. Vous imaginez la connexion qu'ils ont à la nature. C'est le sol qui donne le fil conducteur qui anime un lieu. Voilà. Eh bien, tant qu'on n'a pas compris ce genre de choses, du rapport aux matériaux de la nature, aux matières de la nature, aux pierres, aux minérales, aux végétales, et c'est pareil avec les animaux, eh bien, on sera déconnecté de tout ça et on se fera du mal, et on fera du mal au monde entier, d'accord? Voilà. Donc, je sors un petit peu des sujets, mais j'en sors pas du tout des sujets habituels que je présente. Non, non, non. À travers ce sujet, eh bien, on retombe encore sur les mêmes préoccupations qui sont d'ordre très sensoriel, très sensible, de connexion à d'autres dimensions de réalité, parce que nous ne savons pas voir ni regarder d'ailleurs. Voilà, alors ce livre, vous allez voir, c'est un livre de pratique en construction et il vous montre la beauté, tout ce qu'on peut faire avec très peu en fait de moyens transformés en fait. Hein. Voilà, c'est tout à la force de l'huile de coude, on va dire. Voilà, alors je vous montrerai pas tous les styles parce qu'il y a plein de styles. Mais du coup, je choisirai certains styles qui seront d'ailleurs en image. Il y a des très belles représentations. Et donc voilà. Donc en route pour la découverte de ce livre. Et voilà. Alors voici la couverture. Hein? Voilà. Et donc je regarde la date de publication 2001, mais il a été réédité plein de fois, mais là ils l'ont pas refait, du coup il est très difficile à trouver. Alors voici table des matières, je vous la laisse regarder. Donc vous voyez, technique et réalisation, là on en a donc 3, 6, 9, on a 10 exemples. Et les différentes versions de Keniji Gaki. Voilà. Donc, les définitions et termes techniques japonais, vraiment, il vous embarque pas à pas ce livre. Il est très très bien fait parce que je vous dis pas tous les jargons qu'il y a. Hein. Voilà, donc, j'ai un exemple photographié, on regardera. Et après, vous avez plein de dessins. Alors, les dessins,
sont réalisés, parce que ça, il faut vraiment leur rendre hommage. Croquis technique, voilà, c'est marqué ici, là. C'est Makio Suzuki, voilà, il donne les pages. Et après, vous avez Kazuki Kometani, voilà, pour l'autre partie. Et franchement, ils ont fait un super boulot. Voici la préface. Voilà, vous ferez une capture d'écran si vous voulez tout lire. Ça évitera que ce soit un peu trop long. Bon, il dit que le bambou remplit bien plus d'office que le bois. Hein. Il y a certaines espèces qui ne se croisent que au Japon naturellement, comme le madake et le hashiku, genre Philostakis. Voilà. Après, voilà, il explique que le modake offre une très grande qualité et ne convient pas aux travaux délicats, et convient aux travaux délicats par exemple. Voilà. Donc comme il y avait beaucoup de ressources dans ce genre de végétaux, évidemment, et ils l'ont exploité. Hein. Voilà, hein, le climat s'y prête. Hein. Vous avez quand même une saison qui est très humide et très chaude. Et après vous avez des hivers bien froids, hein, il neige, c'est montagneux. Voilà, vous avez un climat quand même très contrasté. Ça permet au bambou de pousser d'un coup très vite. Moi j'en ai eu chez moi quand j'avais ma maison, ça pousse assez vite, en très peu de temps quoi, hein, à certains moments de l'année. Alors les raisons du fait que ça disparaît, les créations en bambou, c'est au niveau économique parce que tous les 5 ans il faut les remplacer. Et donc il explique que maintenant il y a des imitations en plastique. Bon, voilà. On espère quand même qu'on va remettre les gens à la fabrication parce que franchement c'est important de faire soi-même les choses, ou qu'il y ait plein d'artisans qui le fassent. Hein. Voilà. Donc il dit qu'il a fait les photographies, les illustrations et les croquis. Voilà, hein, il faut remercier donc Makio Suzuki et Kazuaki Konetami. Franchement, c'est top le boulot qu'ils ont fait. Voilà, l'historique. Alors, il n'y a pas vraiment de daté avec exactitude l'apparition des premières palissades, mais par contre, on a plein de témoignages dans les estampes. Hein. Voilà. Donc là, vous avez plein de petits schémas où ils expliquent les origines. Vous voyez, là, par exemple, c'est un exemple. 1470, si je zoome, voilà. Voilà. Je ne vais pas zoomer, je vais rapprocher, c'est mieux. Voilà. Et puis vous avez celle-ci, là. Voilà. Hein, 1470, 1559. Voilà. En Chine, dynastie des Ming, Shanghai Museum. Voilà, donc oui, à la fin, il vous montre la chronologie qui est là. Donc je recule. Voilà. La chronologie est là. Vous voyez? Donc on s'en sort. Hein. Dynastie des Ming, c'est 1368-1644. Donc ça, c'est très très bien. Bon, il y a des infos sur les matériaux, à réactualiser, j'imagine. Hein. Voilà. Vous pourrez vérifier. Bon, évidemment, Anduze. Hein. Anduze, en France, c'est un haut lieu du bambou. Hein. Mais bon, il y en a d'autres. Voilà. Alors, vous voyez, il y a voilà, pas mal de photos qui sont très sympas à regarder. Ça donne vraiment envie. Il y a en Chine, hein, c'est pas un livre fixé seulement sur le Japon. Donc voilà, donc au Japon il dit qu'il y avait beaucoup de points communs avec celle de la Chine. Hein. La forme la plus populaire, hein, c'était la Shiagaki. Alors Shiagaki, c'est ça. Vous voyez, avec les brindilles qui sont laissées libres. Les brindilles en fait fines. Voilà. Bon, il parle de son expérience. Hein. Voilà. Enfin, voilà, vous avez toutes sortes de
de témoins historiques. Voilà, donc là on commence dans les classifications. Donc classification Kenichi Gaki. Donc c'est la forme la plus commune de nos jours. Hein? Ça doit son nom à une palissade censée être la première du genre. Située au temple Kenninji, un vieux temple zen Rinzai de Kyoto. Ah oui, vous allez à Kyoto, vous avez toutes les illustrations en vrai. Hein. Voilà. Donc ça s'est arrêté à l'époque Edo. Donc époque Edo, vous regardez ici. On va pas le faire à chaque fois. Hein. Voilà, donc époque Edo, ici. Période Edo 1868, 19e. Voilà. Hein, 1603, 1868, la période Edo. Voilà. Donc, bon, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc la lumière est très capricieuse. Hein, comme vous voyez, il y a des reflets. Et il y avait un vent, mais impressionnant tout à l'heure. Voilà, donc Jinkakuji Gaki. Voilà, c'est donc le bâtiment principal du temple Jyoji, un célèbre temple zen de Kyoto, communément appelé Ginkakuji. Bon, voilà. Regardez comme c'est beau. Et ça là. C'est magnifique, hein, cette verticalité là avec les cailloux qui reflètent un bleuté très très beau. Voilà. Hein. Voilà, vous les avez tous les styles là. Hein. Voilà, le Mizugaki par exemple, hein, qui désigne une sorte d'écran mobile utilisé autrefois dans les demeures nobles. Donc là, la structure est basée sur des kumiko horizontaux. Alors les kumiko, il explique, hein, donc c'est les structures horizontales. Donc, ça correspond à certains types de parties végétales. Hein, voilà, il y a les parties portantes, les parties qui remplissent, enfin bon, voilà. Donc, page 21, par exemple. Regardez comme c'est beau. Donc là, vous avez encore toujours des petits exemples hein, historiques. Voilà. Voilà, bon, ça devrait être mieux là. Voilà, donc tout ça là, c'est très très beau. Il y en a qui les mettent comme ça en arcade, c'est magnifique. Regardez. Vous voulez maquiller une paroi, vous voulez agrémenter un passage, c'est magnifique. Hein. Alors après, on revient. Bon, vous voyez, j'ai passé vite fait. Nana Kogaki, pardon, celui-ci là. Et bien celui-ci par exemple, il désigne une sorte de soie dont la texture évoque une fine laitance de poisson. Certains prétendent que les Nana Kogaki doivent leur nom à leur ressemblance avec cette étoffe. D'autres à son dessin en écaille, s'appuyant en cela sur le fait qu'elles sont également appelées Urakogaki. Palissade en écaille de poisson. Voilà. Eh bien, on va aller voir. Page 43. Voilà. Bah oui, c'est clair. Hein. Donc, c'est ça, les écailles de poisson. Voilà. C'est ça. Là, on est dans la vannerie quasiment. Hein. Voilà. Il dit que, ben, il cite que certains styles. Hein. Il y a un grand nombre d'autres styles. Par exemple, Taimatsugaki en torche,
Tashai-gaki, Daitekokuji-gaki, Yaroi-gaki en armure, Kiwada-gaki en écorce de cyprès, Kishingi-gaki, Oji-gaki en éventail, Masegaki, Tsutate-gaki en paravent, etc. La famille des Sodegaki offre aussi de multiples déclinaisons, voire figure 25 et page 46 à 48. Allez, on y va. Voilà, on est là. Sodegaki. Regardez comme c'est beau. Voilà, donc les petits paravents, c'est magnifique. J'adore les systèmes de colonnes, là, quand ils enroulent les brindilles de bambou, les parties les plus fines. C'est magnifique, ça. Alors, donc, voilà, on va les regarder un par un. Donc ça, c'était les plus communes. Alors ça aussi, les arrangements avec les pierres, ça a un nom. Shinizugaki, base construite comme une Ginkakuji-gaki sur un muret en pierre, opposant des tateko minces et des oshibushi épais. Voilà. Donc il explique ce que c'est les tateko, il explique tout, hein, tous les termes sont expliqués. Et là, Misugaki, Tokusagaki. Ça doit son nom à la plante nommée Tokusa, prêle d'hiver. Il s'agit d'une petite vivace persistante, coriace même quand elle ne bénéficie pas d'une forte luminosité. Avec les tiges creuses ponctuées de nœuds, elle ressemble à un bambou en miniature. Ben nous on en a de la prêle. Hein. On l'utilisait autrefois pour polir finement les objets en bois. Tiens, intéressant. Donc les tokusagaki sont des ouvrages en tokusa, relèvent de l'erreur grossière. Oui, ce que certains livres disent. Elles ont été ainsi appelées à cause de la finesse régulière de leur clôture. Ce mode d'agencement de tateko en bambou fendu est nommé tokusagaki, ou quand il est mis en œuvre pour construire un mur, tokusabei. Absence d'oshibushi, c'est la caractéristique. Les tateko sont cloués au quoi? Au jobushi quand ces derniers sont en bois. Donc c'est une superbe et très particulière méthode de ligature qui donne à ce style son charme unique. Allez, donc on l'a déjà vu mais on revient. Voilà. Teppogaki. Alors là on a carrément des tiges très grosses. Hein. Voilà, là c'est des troncs. Hein. Là on est vraiment dans le gros là. Hein. Alors ça c'est magnifique, hein, j'adore. Teppogaki dont les tateko sont des fagots de branches. Voilà, liés en forme de torche. Alors, on commence par les tateko-gaki. Ça désigne une branche de bambou, le tateko, d'accord? Voilà, ça on peut le retenir. C'est la base. Elle est différente de la tige ou chaume dont elle émerge. Donc, toute palissade ou barrière dont la clôture est réalisée avec ce matériau est appelée takeogaki. Voilà. Donc, la clôture est réalisée avec ce matériau est appelée takeogaki. Parfois, c'est ogaki, ce qui signifie la même chose. Il y a une grande diversité de structures comme de motifs. Et nombre de versions portent un nom particulier. Voilà. Ici, on s'en tiendra à définir les takeogaki comme des ouvrages dont les tateko sont des branches de bambou. Comme dans la figure 16 ici. Vous voyez?
Voilà. Ensuite, donc les branches de bambou employées pour les ogaki doivent avoir toutes été récoltées à la même époque et doivent être immergées dans de l'eau chaude avant usage. Voilà, donc il y a 3 principaux types de taegogaki. La première, c'est un grand nombre de branches verticales, comme sur une shiagaki ordinaire. Dans le deuxième, on réalise une âme de fines branches, j'aime beaucoup, on utilise le mot âme. Puis on en ajoute de plus épaisses de part et d'autre afin de former des tateko, maintenus par des traverses horizontales. Troisième technique, on superpose entre des traverses horizontales plusieurs niveaux de branches fines et courtes. Les 2 premiers types sont populaires dans le Kansai, le 3e dans le Kanto. Voilà. Il y a aussi des fagots de branches disposés en diagonale et liés à une traverse horizontale, alternativement sur chaque face de l'ouvrage. Voilà, donc ça c'était les époques Heian et Kamakura. Voilà, bon, enfin je vais pas vous embêter. Alors là, vous avez un modèle de taegogaki qui est appelé Shazengaki. Alors j'adore ce système là où il laisse donc les brindilles en touffe, vous voyez, un peu libre. C'est très beau, j'aime beaucoup. Voilà, alors le Minogaki, c'est la clôture qui est réalisée comme des vêtements de pluie traditionnels en paille. Voilà, c'est là, c'est ça, vous voyez, appelé Mino. Voilà, avant on utilise des branches d'arbres ou du hagi, je sais pas ce que c'est. Actuellement, la plupart c'est en branches de bambou. Et les modèles en kuruo étant plus particulièrement populaires dans le Kanto. Voilà, donc ça dépend des régions. Regardez comme c'est mignon. J'adore. Ouais, comme c'est beau, on dirait des jupes, hein. Ben voilà, ils parlent de vêtements. Regardez ça. Ça, c'est vraiment sympa. Ça. En escalier, là, comme ça. C'est magnifique. Alors, les ouvrages hors classification. Voilà. Ben oui, après, il y a des choses qui sont beaucoup plus contemporaines, hein. Alors, je reviens au début pour être un peu carré, on va dire. Voilà, donc je vous laisse regarder. Nonze Jigaki, voilà. De Isao Yoshikawa. Kuromo Jigaki. Hajigaki. Donc là, c'est une sorte de shiagaki dont les tateko sont en hagi. Avec ses branches fines et ses brindilles, ce style offre une facture extrêmement élégante et délicate. Donc c'est un matériau indispensable à la réalisation des sodegaki. Bon, on va voir ça plus loin de toute façon. Donc il raconte où c'est qu'on le trouve, hein. Voilà, alors... Ajirogaki et Numazugaki. Donc ça c'est l'une des plus anciennes formes d'ouvrage en bambou. Et donc on commence à en construire en Chine avant la dynastie des Song. Donc dynastie des Song. Oui, vous voyez où il y a mon doigt là? Eh bien c'est les Song du Nord qui commencent à 960 et les Song du Sud 1127-1279. Voilà. Voilà, Jirogaki. Hein, c'est ça, oui. C'est ça. Donc c'est tout un système de croisillement, de croisement, de ça c'est... Ça doit être assez carton à faire, hein. Voilà. Après, les Yutsumegaki. En voilà un là. Hein. Donc là, c'est les plus populaires. C'est les ouvrages en ganadake les plus courants. Ça veut dire 4 yeux. Il existe à ce sujet 2 théories. Donc la ressemblance du motif avec un emblème familial appelé Yotsume. Et la seconde, plus plausible, évoque les yeux, entre parenthèses, les jours, créés par l'entrecroisement des tateko
et des dobushi. Vous voyez là? Bon voilà, forcément ça fait des vides. Hein. Bon. Yaraigaki. Ryojangaki. Ryojangaki. Bah ça on va le voir à la fin. On le verra à la fin. Voilà. Et Nanako-gaki, une sorte de soie. Voilà, ça j'en ai parlé. Alors, certains présentent que les Nanako-gaki doivent leur nom à leur ressemblance avec cette étoffe. Voilà, c'est l'histoire d'une étoffe. Ouais, vraiment, tout s'inspire de plein des choses de la vie quotidienne, hein, en fait. Hein. Voilà, donc des longues éclisses mesurant 1 ou 2 cm de largeur, couchées avec, en arc de cercle avec les deux extrémités plantées dans le sol. Je le remontre. Voilà, hein. C'est ça. Ça, c'est plus simple, hein. Il y a d'autres, là? Non. Alors. Ryojangigaki, oui, voilà. Ryojangigaki, la catégorie des Hashimoto-gaki. L'ouvrage de référence bord de l'allée menant à la résidence du prêtre du temple Ryoranji, un célèbre temple zen Rinzai de Kyoto. Alors, page 123 et photo 36, page 36. Voilà. Des belles horizontalités avec des croisements. Alors là, on va regarder les images. On l'a déjà vu là. Keninjigaki, Jinkakujigaki. Shimizugaki. Et Misugaki. Voilà, ça sert de barrière sur rue. Voilà, personne ne vous voit. Hein. L'ouvrage, il y en a où on voit de l'extérieur et pas de l'intérieur. Hein. C'est tout un truc. Comment vous placez les végétaux? Ben voilà, ça permet d'avoir une partie occultante d'un côté et pas de l'autre. Très intéressant. Je sais pas où il en parle, mais il en parle quelque part. Otsugaki, à 4 niveaux. Teppogaki à droite. Tokusagaki. C'est magnifique ça. Ces rythmes là, de nœuds. Et celui-là aussi, le mode de ligature, hein. Il dit que le charme est dû au mode de ligature. Ben ouais, tout est harmonieux quoi, hein, même les petits détails. Voilà, alors Takeo-gaki là, construit sur un muret de pierre, coiffé d'un toit en cèdre brûlé. La structure de base est identique à celle de l'ouvrage de la photographie précédente, mais la disposition des fines branches de lame est plus soignée. C'est à Kyoto, hein, ça. Takeo-gaki. Voilà, Takeo-gaki avec les fameuses brindilles, là, j'adore. Donc ça, c'est très ancien. Hein. Ouvrage primitif de style Takeo-gaki avec les cimes laissées à l'état brut. Voilà, moi, j'adore ce côté-là. Minogaki, donc on en a parlé, hein, les jupes. Les vêtements. Ouvrage hors classification. Ben voilà, ça c'est encore autre chose. Yoshimegaki. Voilà, c'est très joli parce qu'en fait, ça vient mettre en valeur la forêt de bambou derrière. C'est beau. Rien que ça, c'est tout simple. Hein. Ça apparaît comme ça, tout simple, mais c'est hyper régulier. Hein. Comme c'est mis.
Donc là, c'est les fameux yeux, hein, l'histoire des yeux. Kinkakuji Gaki. Là, on est vraiment dans l'horizontalité basse. Il vous met les villes, hein, le nom des villes, si ça y est encore. Le livre, il date quand même. Hein. Yaraigaki, ça aussi, c'est balèze. Hein. Alors, c'est construit sur un musée. Particulièrement populaire dans le Kansai. Voilà, donc il faut aller par là, dans cette région. Voilà, Yaraigaki de structure simple. Avec des Oyabashira carré. Kanazawa. C'est la ville. Un remblai à Kyoto. Ryojangaki. Ryoanji Gaki, pardon. Bon. Je suis pas japonaise. Hein. À droite, Koetsugaki. Et des styles divers et variantes. Katsura Gaki. Oh, ça, quelle finesse, hein. Cet étage. Et là, il y a une variante avec donc des kumiko en bambou, hein, beaucoup plus gros. Voilà, des cloisons dans un roji. Voilà. Beau. Nanseji Gaki. Kuromoji Gaki. Ajirogaki. Bon, là, on revient aux écailles de poisson qu'on a vu tout à l'heure. Style divers et variantes. Ogigaki à 3 niveaux. Le tateko en aji séché sont maintenus près du sommet par de fins bambous entiers. Ça, c'est le temple Ryoanji Kyoto. Sodegaki. Oh, j'adore ça. Ça, c'est mon préféré. 3 niveaux de branches de bambou maintenus au sommet par un fur d'homme fendu. Et là, pareil, on dirait des petits balais qui sont installés, fixés, quoi. Voilà, Sodegaki. On finit avec comme des portes. Pas tout à fait des portes, mais... Alors, technique réalisation, voilà. Alors, définition des termes techniques, c'est génial. Voilà, donc il y a tout. C'est super bien expliqué. Franchement, on peut vraiment être autonome avec ce livre. Hein. Il vous explique tout, hein, mais tous les détails de fabrication. Après, vous allez voir. Hein. Voilà, tateko, c'est un élément de clôture verticale. Le tamabushi, c'est une moulure installée au fait de l'ouvrage. Elle est généralement constituée d'une paire d'oshibushi coiffée d'un kazadake. Vous voyez? Voilà. Oyabashira, Oshibushi, Kumiko. Voilà, donc quand c'est autrement qu'à la verticale, voilà, vous avez la manche de kimono aussi, Sodegaki là. Sodegaki, c'est la manche de kimono, étroite palissade en bambou appuyée à un mur. Elle doit son nom à sa ressemblance avec une manche sodé, ça veut dire manche, de kimono. Voilà. Comme moi aujourd'hui, en kimono. Le fushidome. Alors, fushidome, c'est un mode de taille constituant à couper le bambou juste au-dessus d'un nœud. Voilà, comme ça, là. Vous voyez? Fendre un bambou en deux. Il vous explique comment fendre le bambou. Ouais, Mashibashira, poteau couvert d'un matériau, d'un autre dans un but décoratif. Voilà, non, mais c'est énorme ce livre. Donc voilà, là, estimer la rectitude d'un bambou aussi. Ça, c'est génial. Voilà, c'est parfait. Bon, ça me fait penser aux gens quand ils fabriquent
chez nous les outils de jardin. Vous savez, ben pareil, hein, ils font pareil. Hein. C'est du bon sens. Voilà, donc il faut équilibrer entre la partie qu'on regarde d'un côté et quand on regarde de l'autre. Voilà. Donc il faut équilibrer. Et puis c'est comment on le fait selon la destination aussi. Voilà, et la rectification d'un bambou fendu. Ben, vous voyez, vous triez. Hein. Comment dire, vous trichez, je veux dire. Ajuster un tateco le long d'un poteau. Bon, je vais pas rester longtemps sur les pages. Hein. Voilà, Ibo Mouchoubi, Kazari Mouchoubi. Avec les nœuds, là on est presque dans le milieu des marins ou des gens de théâtre. Voilà, vous apprendrez aussi à faire des nœuds. Alors voilà, ça y est, maintenant il y a des exemples. Kenijigaki version Chine. Voilà, donc ça c'est la palissade la plus répandue au Japon. Puis il explique tout là. Hein. Il vous explique tout, la mise en œuvre, l'organisation. Bon voilà quoi. Hein. Alors ça c'est beaucoup utilisé. Ceux qui fabriquaient les rails de chemin de fer, ils savaient. Les poutres, vous savez, de chemin de fer, pour qu'elles soient étanches, on les faisait fumer comme ça. Ça c'est pour imperméabiliser les poteaux. Qui sont destinés à être dans la terre, justement, hein, pour fixer la structure. Donc on les brûle légèrement de façon régulière au-dessus d'une fosse à feu. Et ça, il le montre à chaque fois quand il y a besoin. Voilà, et puis après comment on enlève les traces donc de matière calcinée. Et ne pas travailler les parties qui seront enfoncées dans le sol. Ouais, ben oui, parce que c'est juste pour l'esthétique. Tout est détaillé, vraiment, hein. Vous pouvez pas vous tromper. C'est juste qu'il faut un peu de patience et puis ben, un peu d'huile de coude, hein, j'imagine. C'est physique. Voilà, là, il y a quand même une perceuse. Hein. Alors, il utilise un maillet, hein, pas un marteau. Hein. C'est trop puissant le marteau. Ça risque de casser. Voilà. Enrouler les cordelettes, teinte, immerger le peloton obtenu dans de l'eau pendant 2 ou 3 minutes avant de l'assouplir. Et oui, il y a tout un travail avec la souplesse, l'eau. Pour faire les nouages et après, quand il sèche, eh ben, il sert bien. Ben ouais. Voilà, alors on passe à un autre, pareil, hein, pour les poteaux qu'on doit mettre au sol. Voilà, il vous explique tout, hein, à chaque fois. Alors, Otsugaki, donc voilà, étroite éclisse de bambou entrecroisée. Réalisée avec du bambou préfendu. Alors, ça a un nom, évidemment, Yamawaridake. Alors, certaines personnes utilisent parfois du bambou mince, Shinodake, mais cela n'est pas souhaitable. Il vous dit tout, quoi. Les dobushi étant très longs, on les débite dans des chaumes épais afin d'obtenir des éléments de largeur régulière. Plus ces éléments sont fins, plus la clôture est dense, sans interstice. Voilà, non, c'est magnifique. Allez, j'avance, sinon ça va être trop long. Et voilà la fin. Ça vous donne pas envie? Teppogaki, allez, un autre. Alors là, c'est des tateko montants verticaux en bambou placés alternativement devant et derrière plusieurs dobushi. C'est le plus classique, là, comme c'est expliqué, là, ce modèle. Mais il y en a d'autres, il y a plein de variantes. Voilà. Alors, quand on emploie des bambous entiers, il convient de choisir judicieusement leur diamètre en fonction de l'effet recherché. Ben oui, bon, enfin, il donne tous les détails. Voilà. Il y a quand même des clous, hein. Voilà, comme c'est joli, ça. Tokusagaki. Donc là, c'est une structure constituée uniquement de tateko. Vous voyez bien, les tateko, hein, c'est les branches verticales.
Voilà. Donc fendez chaque bambou en deux. Il rappelle que pour regarder page 53 pour comment on s'y prend. Il y a des gestes aussi à avoir pour pas se faire mal. Voilà. Donc les Taeko Gaki. Deux catégories. Donc il y a celle en longue branche et puis celle en petite branche noire. Bon, je passe. Ah, j'aime bien quand il y a les, quand on remplit comme ça, j'aime bien. Voilà. Les branches sur le devant, répartition. Minogaki. Donc ça peut être réalisé avec des branchillons d'arbres divers. Hein. Après, ces matériaux, ils disent, ont tendance à ne pas plus être très utilisés. Par contre, dans le kanto, on emploie couramment des koro, c'est-à-dire des branches de koroshiku. C'est ce type d'ouvrage qui est expliqué ici. Ouais, il y a une histoire avec les branches de laurier aussi. Bon, on n'a pas parlé, mais il en parle au début. C'est une variété de laurier à feuilles caduques, pas persistantes comme chez nous. Et donc, il l'utilise pour faire comme ça les remplissages. En plus, ça sent bon. Ah, les fameuses jupettes. Là aussi, c'est très joli. Voilà, Yotsumegaki. Donc là, c'est les palissades à claire-voie, les plus populaires et d'une façon plus générale, les barrières en bambou les plus répandues. Structure très simple. Voilà, donc c'est que des tateko, montants verticaux, qui sont attachés à des dobushi. Voilà. Produit protecteur pour le bois, pour l'humidité évidemment. Kinkagujigaki. Voilà, c'est les parties très horizontales, vous savez, très basses là qu'on a vu à la fin. Voilà, ce sont des barrières à hauteur de pied, les plus populaires au Japon. Voilà, il y a des coupes en deux là. Hein. Yaraigaki. La plus ancienne forme de barrière en bambou japonaise. Alors, sont taillés en fushitome. Voilà, voir page 52. Hein, c'est-à-dire, on coupe les poteaux dans la moitié. Les fushitome. Voilà, les Ryonjigaki. On arrive à la fin. Voilà. Ah, il y a quand même des outils actuels. Hein. Non, je blague. Voilà. Koetsugaki. Alors, ça c'est joli, hein. Cette arcade là. Courbé jusqu'au sol à un bout de l'ouvrage. Donc il n'y a qu'un seul poteau latéral. Il s'agit d'un gros rondin auquel on fixe le tamabushi ainsi que les kumiko des extrémités. On le voit en train de travailler. Hein.
Et voilà. Et voilà, alors il y a un glossaire, c'est très important, hein, parce que c'est quand même du charabia au début, hein, quand on se met là-dedans, hein, tous les termes typiquement japonais d'ailleurs, je dirais. Hein. Voilà, Inoki, c'est le cyprès japonais par exemple. Et là on arrive sur... Et là c'est la quatrième de couvre que je vous ai lu au début. Voilà. Eh ben, bonne construction. J'espère que ça vous a intéressé. Je pense pas que je m'adresse là dans ce cas précis à des gens qui sont forcément tous intéressés, mais moi je pense que c'était important de montrer ça, vu l'époque que nous traversons. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, portez-vous bien, et en japonais... Yokunatte. Yokunatte. Et puis sinon, eh bien, comment on dit au revoir? Sayonara. Sayonara.